Aujourd'hui, on va parler de Peugeot, figurez-vous. Ça vous étonnera peut-être, surtout si vous ignorez que c'est le 100e anniversaire de Peugeot. Et oui, 100 ans de Peugeot. Alors on est allé à Sochaux pour ça. Alors il y a deux célébrations, celle du côté de Peugeot, de l'entreprise, des patrons, disons, et puis il y a l'autre, celle du côté des travailleurs, des salariés. Et selon vous, de quel côté sommes-nous allés ? Je vous laisse deviner. C'est en tous les cas 1 heure que nous allons passer avec cette mémoire, vous avez compris, populaire et ouvrière de Peugeot. On va évoquer les luttes, les grèves, les combats, les acquis et les pertes et les défaites de ces 100 années de Peugeot. Et on va pouvoir prouver à l'instant même, sous vos oreilles ébahies, que le combat continue, parce que ce matin même, au salon de l'automobile, ils étaient là, les Peugeot d'Aulnay-sous-Bois, les PSA, je vous rappelle, 8000 suppressions de postes sont prévues sur ce site d'Aulnay-sous-Bois, mais aussi de Rennes, et ils étaient là ce matin au salon de l'auto, pas forcément pour admirer les autos qu'ils fabriquent. Voilà, là tout le monde se précipite sur les portes où il y a des CRS devant les portes du salon de l'automobile. Et donc là il y a les drapeaux un peu partout en l'air et les slogans qui sont scandés, vous les entendez, pour bien rentrer, pénétrer dans le salon de l'automobile. Là il y a les CRS qui vont essayer de faire reculer tout le monde, parce qu'il y a tout le monde sur les portes, il y a une porte qui est forcée à gauche. Ça ne cède pas. Un grand mouvement de foule là, un peu poussé partout. Et voilà, les CRS qui battent en retraite, gaz lacrymogène. Les gars, ils sont en train de gazer les enculés. Voilà, ça chauffe sévère, les CRS sont ressortis et commencent à charger. Bon, voilà, la démonstration est faite. Le gouvernement se couvre du côté des patrons. Le gouvernement se trouve du côté des licencieurs. Voilà la démonstration que M. Montebourg est en train de faire. Alors que M. Hollande nous a reçus les PSA Aulnay il y a 15 jours en disant qu'il voulait la négociation, qu'il voulait la discussion. Et il disait que les syndicats ont leur rôle à jouer. Et quand on vient manifester pacifiquement dans le salon, voilà ce qu'il nous faut, c'est les CRS. Voilà la méthode, le dialogue du gouvernement. Le droit fermé. Aucune usine. Le droit fermé. De l'argent, il y en a dans les caisses de PSA. De l'argent, il y en a dans les caisses de PSA. Jean-Pierre Mercier, délégué CGT à l'usine de PSA Aulnay. Bon, on est ce matin devant le salon de l'automobile, devant les grilles. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ? Il n'y a pas que vous d'ailleurs, il n'y a pas que PSA. Non, il y a toute la filière automobile qui est représentée. Il y a les camarades de Renault, d'ArcelorMittal, de la GM, de Goodyear, tous les sous-traitants et fournisseurs automobiles. On est tous là pour un seul mot d'ordre, c'est qu'il faut interdire les licenciements dans l'automobile. Il y en a marre de se faire licencier, il y en a marre de subir cette politique. C'est une mesure vitale pour nous, les travailleurs. Comprenez qu'on nous demande de travailler 8 heures par jour en équipe sur des boulots extrêmement pénibles. Et après, quand ça va un petit peu mal, il faut que ça soit nous qui payons, soi-disant, les erreurs stratégiques de nos dirigeants. Mais bon Dieu, et ça, on ose le dire. Il y a le gouvernement qui ose le dire, il y a les patrons qui osent nous le dire devant la France entière, et ça révolte personne. Bah nous, on est écurés. Quand on fait une connerie, on la paye. Nous, on n'a pas fait de conneries. On a travaillé jour et nuit, week-end compris, pour la famille Peugeot. On ne s'est pas assez mobilisé ces dernières années, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on subit tous ces licenciements, on subit les blocages de salaire, on subit tout ça. Alors, la tâche, le rôle des militants ouvriers aujourd'hui, dans les usines, eh bien, c'est de faire passer ce message à tous les travailleurs qu'on ne peut compter que sur nos propres forces. On ne peut pas compter sur le gouvernement. On n'a pas de sauveur suprême. Et par-delà les organisations syndicales,
il faut qu'on se mobilise tous en tant que travailleurs, en tant que salariés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est une étape dans une mobilisation qu'il faut qu'elle prenne d'ampleur. Moi, je suis né en mai 68. Bien sûr qu'il faudrait un nouveau mai 68, mais je trouve qu'il faudrait même un nouveau juin 36. Et là, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on ne s'arrête pas en chemin. Quand on a cette force-là d'occuper toutes les usines, que des millions et des millions de travailleurs, ils sont debout, ils ont relevé la tête, qui sont organisés et qui tiennent les usines, il faudra les tenir, les usines. Il faudra les garder, les usines. Aujourd'hui, PSA est une entreprise qui est sous-endettée. Ils n'ont même pas de dette, ils n'ont rien du tout. Santé financière exemplaire. Exemplaire, je dis moi. Et même si c'était le cas que la santé financière de Peugeot, elle serait fragile, la santé de l'actionnaire Peugeot, la famille Peugeot, elle s'est consolidée depuis toutes ces années. Ils ont pris 6 milliards en quelques années de dividendes, 6 milliards qui auraient dû être réinjectés dans l'entreprise. Il faut que 6 milliards, ils les rendent pour maintenir les emplois et les salaires. Ces 6 milliards, c'est quand même nous qui les avons fabriqués. Voilà, ce matin même, devant le salon de l'automobile, les PSA manifestaient. On voit que comment ils ont été accueillis, mais après tout, c'est presque une tradition, c'est presque une habitude. Si l'on se confère à l'histoire de Peugeot, on pourrait prendre n'importe quelle autre entreprise en France, mais c'est pas mal de pouvoir aujourd'hui inscrire cette lutte dans la tradition de Peugeot. Pourquoi ? Parce que il y a quelques jours, on célébrait le 100e anniversaire de Peugeot, du site Peugeot à Sochaux, 100 ans donc, et ça a donné lieu à Audincourt, juste à côté des usines Peugeot, à une grande expo organisée par les syndicalistes, par la CGT, et Antoine Chao s'y est rendu et va évoquer avec les travailleurs, avec les anciens, avec tous ceux qui ont lutté et participé à ces luttes comme ceux d'aujourd'hui, ce que fut cette histoire populaire et ouvrière de Peugeot à Sochaux. Auparavant, encore quelques... Alors, pour moi, la société, il y a 36 façons de le voir. Il y a ceux qui vivent de leur salaire, et puis il y a les autres qui profitent du salaire des autres. Je ne connais pas le mouvement syndical aujourd'hui, mais je pense qu'il est fait d'hommes et de femmes tout aussi valeureux, mais je ne les connais pas. J'ai connu ceux d'autrefois, ils peuvent laisser un souvenir impérissable, quoi. C'était des hommes au sens le plus absolu du terme, quoi. Ils sacrifiaient tout, leur métier, leur famille, leur argent, leur temps, des héros. Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas si j'y suis avec Antoine Chao. Peugeot 1912-2012, une mémoire ouvrière. Chers amis, chers camarades, au nom de la CGT, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à cette journée organisée à l'occasion du centenaire de Peugeot Sochaux. Une journée qui sera pour vous, je n'en doute pas, pleine de souvenirs, avec les expositions, mais aussi à travers la brochure. Nous avons voulu rendre hommage aux générations d'ouvriers, de techniciens, d'ingénieurs qui nous ont précédés dans l'usine, montrer leur combat pour la dignité, pour améliorer la vie au travail, leurs conditions d'existence, exiger un meilleur partage des richesses produites par leur travail. Au-delà des grandes dates 1936, 1968, 1989, nous savons tous que le combat est quotidien, souvent fait de petites choses qui, mises bout à bout, permettent de rendre plus humaine la vie au travail. Nous voulions aussi montrer aux jeunes et aux moins jeunes que les acquis ont toujours été obtenus par la lutte. Montrer les succès et les avancées obtenues. Montrer aussi que si on n'en prend pas soin ensemble, les avancées sociales sont vite grignotées. À l'heure où, face à la crise du capitalisme, certains voudraient opposer ceux d'ici et ceux d'ailleurs, immigrés ou enfants d'immigrés, nous voulions affirmer avec force que nous sommes tous et toutes les membres d'une même classe ouvrière qui lutte depuis un siècle pour son émancipation et que cette histoire est notre histoire commune, fraternelle, solidaire.
Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, cette exposition, ces célébrations à Sochaux, à Audincourt, à côté de Sochaux, et ils étaient nombreux à venir là, avec des souvenirs, avec les mains encore marquées par ces années de boulot, et ces mains aussi dont parfois les doigts se sont refermés non plus autour d'un outil, d'une clé à molette ou d'un manche d'outil, mais pour que le poing se ferme, le poing de la lutte. Ils ont lutté. Alors bien sûr, leurs rêves ne se sont pas tous réalisés. Non, c'est vrai. Ce rêve d'émancipation de la classe ouvrière, il est encore en chantier, il est encore en route, il est encore à construire, il est encore à faire et à refaire, c'est certain. Mais en sentant que d'avancées, que de progrès, que d'acquis, que de conquis grâce effectivement à ces luttes quotidiennes. Qu'aurait été l'histoire, notre histoire de ces 100 ans sans eux, sans ces résistances, sans ces francs-tireurs, sans ces digues au moins qu'ils ont constituées, qu'ils ont représentées, et cette dignité qu'ils ont réussi à acquérir, cette langue, ce langage, ce talent et ce génie parfois de mettre des mots sur des choses, d'oser simplement, oser lutter, oser vaincre, oser parler. Vous avez compris, c'est un hommage qu'ils se rendent à eux-mêmes et que d'une certaine façon nous rendons à ce siècle entier de lutte ouvrière dans l'espoir qu'un jour on constituera enfin cette histoire populaire de la France. Nous travaillons sur Howard Zinn, vous le savez, sur ce film, d'après le livre de Howard Zinn, Mémoire, l'histoire populaire des États-Unis, eh bien cette histoire populaire de la France reste à faire. Curieusement, elle n'existe toujours pas ici. En voici aujourd'hui, avec le reportage d'Antoine Chao, un fragment 1912-2012, Peugeot, une mémoire ouvrière, une histoire populaire. Alors Christian Corrouge, on est à Audincourt ici et il est question de célébrer les 100 ans de Peugeot là en ce moment, c'est ça, mais 100 ans de Peugeot c'est aussi 100 ans de lutte ouvrière, de mémoire ouvrière, c'est ça? Voilà, le projet part de ça, à savoir, c'est vrai que l'usine de Sochaux a 100 ans, on sait que c'est important dans la région, 100 ans d'usine, mais nous on a choisi de montrer l'histoire sociale sur 100 ans de l'usine, avec tout ce que ça comporte en même temps en montrant les voitures qu'on fabriquait à l'époque, et surtout comment ça a commencé, parce que tout a un commencement dans ces histoires. Faut quand même pas croire que Peugeot il a réussi à emmener le taylorisme et le travail à la chaîne comme ça. Faut se rappeler que pendant la guerre de 14, un des gendres de la famille Peugeot était colonel et donc au ministère de la guerre et a permis, donc c'était lui qui était chargé des commandes de l'armée et donc il a facilité que Peugeot reconvertisse ses chaînes de montage ou tout moins le début des chaînes de montage pour la fabrication des camions militaires et donc le maximum de commandes a été passé à l'usine, ce qui a emmené le début du travail à la chaîne, du Fordisme et du taylorisme. Donc on a envie de raconter un peu toutes ces choses-là pour démystifier un peu une idée qu'une famille qui a pris des risques, etc. Oui, il y a eu des risques de prix, mais il y a eu des risques aussi beaucoup par les ouvriers de prix. À savoir travailler chez Peugeot, c'est pas toujours forcément preuve de bonne santé, ni intellectuelle, ni physique. Il y a eu aussi l'usure, les conflits d'ailleurs du travail qu'on montre dans notre expo pour montrer que il y a une réalité qui s'est installée, la dureté du travail, la difficulté de vivre, les grands ensembles, l'arrivée des émigrés, les grèves très violentes, les répressions patronales, si maintenant, comme pas oublier les responsabilités, qui y a fait venir qui, etc. Et donc c'est tout cet aspect-là qu'on veut montrer donc dans une exposition et retracer dans la revue qu'on a faite, etc. Au bout de 5 ans, je peux plus me servir de mes mains. J'ai mal aux mains. J'ai un doigt, le gros, j'ai du mal à le bouger. J'ai du mal à toucher Dominique le soir. Ça me fait mal aux mains. La gamine, quand je la change, je peux pas lui dégrafer ses boutons. Tu sais, t'as envie de pleurer dans ces coups de temps-là. C'est tout ça, tu comprends? T'as du mal à écrire, j'ai du mal à écrire. J'ai de plus en plus de mal à m'exprimer. Ça aussi, c'est la chaîne pour nous. C'est dur de... Quand t'as pas parlé pendant 9 heures, t'as tellement de choses à dire que t'arrives plus à les dire, que les mots, ils arrivent tous ensemble dans la bouche. Et puis, tu bégayes, tu t'énerves.
tout énerve, tout. Et ceux qui t'énervent encore plus, c'est ceux qui parlent de la chaîne. Puis qui ne comprendront jamais que tout ce qu'on peut en dire, que toutes les améliorations qu'on peut lui apporter, c'est une chose, mais que le travail y reste. C'est dur la chaîne. Moi maintenant je ne peux plus y aller, j'ai la trouille d'y aller. C'est pas le manque de volonté, c'est la peur d'y aller. La peur que je puisse plus parler un jour, que je devienne muet. Je te dis, j'ai tellement mal aux mains, j'ai tellement des grosses mains, mes mains me dégoûtent tellement. Et pourtant je les aime tellement, mes mains. Je sens que je pourrais faire des trucs avec. Ma peau est 100 watts, je vais pas me l'arracher. C'est Peugeot qui me l'arrachera. Je lutterai pour éviter que Peugeot me l'arrache. C'est pour ça que je vais pas m'arracher ma peau, je veux pas qu'on les touche mes mains. C'est tout ce qu'on a. Peugeot essaye de nous les bouffer, de nous les user. Et là on lutte pour les avoir. C'est de la survie qu'on fait. Je m'appelle Corouge Christian, j'ai 61 ans et donc je suis en retraite depuis 1 an de PSA. Donc j'ai travaillé pendant 42 ans chez Peugeot à Sochaux. J'y suis rentré, j'avais 18 ans, j'en suis ressorti à 60. J'ai été syndiqué 3 jours après mon arrivée à l'usine. Je suis toujours adhérent au syndicat. Je pense qu'il y a des divergences, il y a des choses, il y a des grands débats qu'agite la CGT. On en fait partie. Moi, j'ai été très longtemps opposant à plein de choses, mais en même temps, je crois que quand on est ouvrier dans des grandes usines, même dans les petites, la seule chose qui compte, c'est d'être organisé dans un syndicat et deuxièmement d'ouvrir sa gueule quand il le faut, ce qui est essentiel pour faire avancer le débat. Donc pour que les syndicats changent, pour améliorer les comment dire, moi ce que le syndicat permet aussi, contrairement à plein de choses, on dit que c'est vieillot, etc. Le syndicalisme permet encore à plein d'ouvriers, plein de jeunes ouvriers, à oser prendre la parole, à oser avoir un point de vue, à le défendre. Moi, je crois quand même que on ne parle jamais de ces choses-là comme si c'était quelque chose d'inné, mais l'apprentissage de l'argumentation, de l'argumentaire, de la façon de parler devant les gens, c'est quelque chose d'essentiel à la vie humaine, et c'est des choses qu'on apprend quand on est syndiqué. Mais on n'apprend pas ça dans les écoles, surtout quand on est jeune ouvrier. On nous apprend à fermer notre gueule, à serrer les boulons, c'est tout. On nous apprend jamais à contester l'ordre établi. Voilà, le syndicalisme pour moi c'est tout ça. Avec un espoir, oui, l'émancipation de la classe ouvrière, à savoir qu'on ne travaille plus jamais de cette façon-là. Je trouve que le travail en chaîne devrait être banni de toutes les entreprises mondiales. Je veux dire, l'ONU ferait bien de s'en occuper aussi. Est-ce que c'est une forme de travail légitime? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que on voit bien ce que ça amène? Des concurrences avec l'étranger, il y a toujours le plus con, quoi, je veux dire. Est-ce que c'est ça la finalité de la race humaine? Pour engraisser quelques banquiers ou quelques gens du CAC 40 qui boursicotent? Moi, il me semble pas que ce soit la finalité des choses et c'est sûrement pas ça que j'ai envie de vivre. Christian Corouge, vous avez justement témoigné beaucoup des conditions de travail, des difficultés sur la chaîne, etc., par différents biais, des ateliers Medvedkin et jusqu'à des livres que vous sortez aujourd'hui, notamment avec Michel Pialou, c'est ça? Oui, c'est vrai que ça a commencé il y a très longtemps avec les groupes Medvedkin, où on était un jeune, on avait 20 ans et donc on avait connu des cinéastes qui étaient sur Besançon, qui étaient déplacés vers Sochaux, pour témoigner, pour dire, les cinéastes, on appelait ça plutôt les techniciens du cinéma, peuvent faire l'image et le son, mais en aucun cas doivent jouer sur le contenu. Et le contenu, c'est nous qu'on l'inventait au fur et à mesure. Et donc c'était un autre contexte. Moi, ça a été formateur pour moi, parce que toute ma vie, ce contact avec d'autres gens qui venaient d'ailleurs, etc., m'ont beaucoup amené à réfléchir sur les conditions sociales. Et puis après, la rencontre avec Michel Pialou, donc un sociologue, qui ont permis de continuer à creuser ce sujet-là jusqu'au moment de ma retraite, où tout ce qu'on avait un peu écrit il y a 30 ans, un peu discuté il y a 30 ans, est paru chez Agon, Résister à la chaîne. Ouais. Et donc, ça forme un tout. Donc, peut-être qu'il y en aura un deuxième ou un troisième, je sais pas. Mais enfin bon, c'est les choses normales, l'évolution normale, je crois, comment qu'on pourrait dire, d'un ouvrier militant, simplement, qui doit laisser un témoignage, mais pas tellement pour lui-même, d'ailleurs, ni pour sa famille. C'est surtout pour laisser une trace ancrée dans le paysage que, voilà, les non-dits dans les usines, ils doivent être écrits. Faut quand même admettre des choses, qui enchaîne, qui va pas en chaîne, pourquoi toutes ces dérives, comment on arrive à s'en sortir, par faillotage, par mouchardage, par copinage, etc. Tellement que c'est un enfer. Il faut arriver à le dire. Je veux dire, on peut pas continuer de vivre en situation comme ça, où on croit que la solution pour s'en sortir,
dire, c'est qu'individuel. Alors qu'elle est collective, cette situation. Comment on améliore les conditions de travail, comment on fabrique une voiture d'une façon différente et comment même on les conçoit pour qu'elles durent suffisamment longtemps pour arrêter de se faire chier avec des bagnoles qu'on change tous les 5 ans ou tous les 6 ans avec un... Bon voilà, alors qu'on sait très bien que le matériel peut être utilisé beaucoup plus longtemps. C'est presque comme par enchantement qu'est apparu en ce lundi de printemps sous les ombrages tout neufs du Pré-Catelan en fleurs un nouveau modèle automobile, dernier né d'une lignée prestigieuse, la 404. Tout ce que la presse française et étrangère compte de journalistes, de photographes et de chroniqueurs était convié par la Société des automobiles Peugeot à célébrer cette naissance. Prélude au lancement concessionnaire prévu 2 jours plus tard. Approchez, c'est l'occasion unique, la chance de votre vie. Je suis là, je suis arrivé, vous étiez dans la stagnation, la misère, c'est fini. Non seulement je vous apporte la fortune, mais la gloire. Vous cherchiez du travail, je vous en apporte. Le plus beau, le plus noble, pour la plus grande gloire de votre famille, pour la plus grande gloire de la patrie, de la nation. Vous allez construire des voitures Peugeot. Alors voilà, 100 ans, un siècle de lutte à Sochaux, sur le site Peugeot de Sochaux, mais pas seulement les luttes sociales directement, mais aussi la culture, mais aussi le théâtre, mais aussi, par exemple, autour de 68, le groupe Medvedkin, comment des cinéastes qui étaient déjà passés par la Rodia Seta à Lyon se retrouvent là à Sochaux avec les ouvriers, les syndiqués de Peugeot et disent voilà, on va vous filmer, et ça va pas se passer comme ça. Les ouvriers vont dire d'accord, vous nous filmez, mais nous aussi on veut filmer, et ça donnera le groupe Medvedkin, une collaboration entre les uns et les autres autour évidemment de ces luttes, et ça donnera cette effervescence, ce bouillonnement formidable de mai 68 dans le monde ouvrier à Sochaux, chez Peugeot. 2 morts, une quarantaine de blessés au cours de ces affrontements, et puis ce dessin qui restera, cette affiche de 68 qui restera, cette sérigraphie qui représente le lion de Peugeot, terrassé par une figure, une silhouette, probablement évidemment d'ouvrier, qui tente de lui casser les reins. Ça s'est pas produit véritablement, mais c'est une mémoire de ces moments, un de ces moments sur ce siècle de lutte. Gilbert Marion, voilà, un retraité de chez Peugeot. Qu'est-ce que vous racontez ici que ne raconte pas la direction ? Je ne sais pas si vous avez vu les Républicains aujourd'hui. Il y a un supplément spécial sur les 100 ans de Peugeot. Il y a combien ? 6 lignes sur les luttes ouvrières qui ont pu se passer pendant cette période-là. Alors nous, c'est un peu l'inverse. Voilà, Peugeot, il présente un petit peu ce qu'il a présenté, c'est son entreprise, mais nous on a présenté les luttes, l'exploitation qu'il y a pu y avoir et les différentes luttes qui ont permis quand même de faire avancer les choses au niveau de chez Peugeot. Voilà. Ça s'est pas fait tout seul. Les grandes grèves, il y en a quand même eu pas mal des grèves quand même chez Peugeot. Et je crois quand même que l'initiative que la société a prise de faire les 100 ans tombe en plus très bien avec effectivement les événements qui sont annoncés chez Peugeot avec les licenciements et compagnie. Alors les grandes époques de ce siècle de lutte sociale, les grands acquis sociaux, les grandes victoires, pour commencer. Si on peut dire les grandes avancées, il y a quand même eu 36, je crois que ça restait dans toutes les mémoires. C'est quand même là les congés. Et ça s'est pas fait tout seul. On n'était pas là à cette époque, mais ça n'a pas démarré tout de suite chez Peugeot. On va voir les panneaux en même temps. Tiens, voilà. Alors là, il y a le panneau justement 1936, le Front populaire. Ouais.
avec le contexte national et international, depuis le jeudi noir qui a vu l'écroulement de la bourse de New York le 25 octobre 1929. La crise économique a fait exploser le chômage en Europe. Il faut quand même savoir, ce qui est important quand même de savoir, c'est que François Peugeot, il y a eu des élections législatives cette année-là, et François Peugeot a été élu dès le premier tour, le 26 avril, avec 60% des voix, en 1936, celle qui a amené une majorité de gauche. Mais dans le pays de Montbéliard, c'est un Peugeot qui a été élu dès le premier tour. Mais pour l'application locale des accords Matignon, il faut quand même voir, c'est quand même bien après. Il faut signer une convention collective. La direction Peugeot décide de lancer un syndicat professionnel. Syndicat jaune qui aura pour mission de signer un accord au rabais. Cette manœuvre scandalise les travailleurs. La grève démarre le 11 juin 1936. C'est incroyable, alors qu'un peu partout, c'était pratiquement... on arrive à la fin, et là, ça commence là. Les grèves ont démarré, voilà. Amis, chantons la victoire du Front populaire. C'est dans l'humble maison l'espoir de vaincre la misère. Fini les profiteurs, car dans un geste magnifique, nos élus partent plein d'ardeur pour bâtir la vraie République. Alors il y a effectivement 36, après dans les grandes grèves qu'on peut connaître, qu'on a connues chez Peugeot. Alors 38, les années noires, voilà, le trait d'union Peugeot, c'était le journal de l'entreprise, les impressions de Jean-Pierre Peugeot reçues par le maréchal Pétain. Malgré son grand âge, il n'y a pas d'homme plus averti que lui des intérêts de la France. Lorsqu'il nous dit de le suivre, j'ai la certitude que notre seul devoir est de faire aveuglément et sans discuter ce qu'il nous dit et de l'accompagner sans arrière-pensée sur le chemin où il nous conduit. En juillet 1941. Bon, il y a eu donc le bombardement de Sochaux. C'était les Anglais qui bombardaient en 1943. Il y a eu une partie de l'usine qui a été atteinte, mais une grosse partie des bombes ont visé Sochaux. Il y a eu une erreur, je pense, d'aiguillage. Et à partir de là, il y a eu une petite différence, il y a un petit changement d'attitude au niveau de l'entreprise de Peugeot, qui a aussi, dans un certain sens, favorisé les sabotages dans l'entreprise pour ne pas avoir un nouveau bombardement. Mais là, grève. Alors, au sortir de la guerre, l'avitaillement est problématique, le prix des denrées augmente. Le 25 août 1947, une grève spontanée part de la forge. C'était tous les éléments qui se faisaient pour les Villebrequins et compagnie. Et puis elle gagne tout de suite de Sochaux, puis d'autres, un dévouement similaire se déclare dans d'autres régions. À Sochaux, le travail reprend le 8 septembre. Les grévistes ont obtenu 3-5% d'augmentation de salaire qui s'ajoute aux 11% obtenus au niveau national. Alors, c'est vrai qu'à l'époque-là, à 1945, c'était le fait aussi d'une attitude controversée. Il faut quand même savoir qu'il avait quand même été dit après la guerre, il fallait gagner la bataille de la production, il fallait tout remettre en état. La CGT était un peu aussi embêtée parce que ça n'était pas toujours évident à ce moment-là. Il faut avoir vécu 65 pour avoir vu une grève, avec des initiatives personnelles absolument extraordinaires. Ça a duré 9 semaines. Alors, pour la CGT seule, c'est 600 000 tracts. C'est 120 meetings. C'est 5 grandes manifestations, dont 2 silencieuses sur Montbéliard. On a vu à Montbéliard les gens en ville pleurer, à voir avancer cette masse silencieuse. On n'entendait que le bruit des chaussées. Dès les premiers jours, les gens ont percé des pièces de 20 centimes qui sont accrochées au cou. C'était des hommes au sens le plus absolu du terme, quoi. Ils sacrifiaient tout, leur métier, leur famille, leur argent, leur temps, des héros. Alors là, le Jean, je vais te dire, c'est dans cette grève-là qui a été licencié. Le 5 avril, c'était le jour de mes 33 ans. Vous avez été licencié ce jour-là? Oui, mon nom c'est Étiévan, un nom jurassien. J'étais professionnel à l'outillage, aux maquettes, c'est-à-dire on travaillait sur les prototypes de carrosserie. Donc, dans cet atelier où travaillait également Gilbert,
On avait aussi, mis à part ces revendications importantes de temps de travail et de salaire, on avait aussi des revendications d'ordre professionnel. Et vous revendiquiez donc le respect des 40 heures et l'augmentation des salaires de 20 centimes de l'heure. Oui, c'est ça. Alors, on avait une maîtrise qui ne nous était pas foncièrement hostile, mais enfin quand même très complice du patronat. Donc, depuis très très longtemps, il y avait une situation bloquée dans cet atelier de professionnels, même s'ils n'étaient pas classés, c'était ce qu'on appelait des employés marrons, c'était quand même des gens d'une très grande valeur. Ils se faisaient du travail de très haute précision, pas seulement dans notre atelier d'outillage, il y avait aussi d'autres ateliers, même dans des entretiens, des gens de très grande valeur. Et les salaires étaient vraiment très bas. Donc tout ça était très dur. Quand aujourd'hui, par exemple encore, on subit la chaleur, on peut s'empêcher de penser aux conditions de travail des gens qui étaient aux presses, qui étaient en tôlerie, qui étaient puis dans beaucoup d'autres ateliers, habillés comme des scaphandriers, casquettes, blousons, manchettes, tabliers, guêtres, chaussures adaptées naturellement par les plus grandes chaleurs, à manipuler des pinces à souder qui pouvaient aller jusqu'à 40 kilos. Elles étaient suspendues, c'est vrai, mais il fallait quand même les bouger. Et les étincelles qui volaient dans toutes les directions, aussi bien celles des soudeuses que celles des meuleuses. C'était des conditions de travail effectivement très très dures. Bon, c'est vrai, c'était un personnel encore relativement jeune, qui était très très fort. C'était les paysans de la Haute-Saône, du Haut-Doubs, du Haut-Jura. Il y avait aussi beaucoup d'étrangers. C'était pas un atelier de mauviette. Et c'est des gens, on les a connus, notamment les Vosgiens, quand Peugeot est allé recruter son personnel dans les Vosges, il espérait une fois de plus mettre la main sur une main-d'œuvre soumise. Bon, c'est vrai que c'est des gens qui ont accepté ça un certain temps. Ça représentait pour eux un changement social et puis un salaire, 4 sous qui tombaient régulièrement. Mais ça n'a pas duré. Donc pour Peugeot, c'était clair, la main-d'œuvre française ne valait plus rien. Il fallait chercher ailleurs. Alors il a fait appel à la main-d'œuvre étrangère, qui a été également victime encore pendant quelques années. Et puis après, le changement de politique, récession économique, ces gens-là, on leur a mis un coup de pied dans le derrière, et puis ils sont partis chez eux, pour la plupart, et puis voilà. Voilà, c'était toujours les mêmes qui étaient les victimes. Je vois ces photos, c'est moi qui les ai prises. Ah oui, photos de Jean Étievant. Et celle-là aussi. Et celle-là aussi. Alors ça, c'est un petit enfant là qui tient une pancarte. Son père travaillait à la forge. Là, on voit la déclaration du directeur qui s'appelait Monsieur Taylor. Oui, Taylor. Taylor, oui. Voilà. Un de ces personnages qui avait toujours un sourire, toujours un grand sourire. J'ai 80 ans et par expérience, tout individu qui a toujours un sourire, c'est toujours un fumier. Toujours. Et Taylor était de ceux-là. Alors Taylor, justement, il a dit à cette époque-là, « Je suis le capitaine du navire. Il y a des gens qui veulent faire des trous dans la coque, gros comme des pièces de 20 centimes. Si je veux sauver le navire, je dois les balancer par-dessus bord. » Voilà. À tous ceux qui s'interrogent sur l'origine du mouvement ouvrier, à ceux qui demandent pourquoi le drapeau rouge flotte au-dessus des usines occupées, quelle est sa signification? Ces quelques semaines de lutte, et surtout cette journée du 11 juin 68, apportent une réponse. Le mouvement ouvrier, depuis son origine, s'est peu à peu gravé dans l'histoire. Chaque conquête de la classe ouvrière sur ses ennemis de classe a coûté beaucoup de larmes, beaucoup de peine et de sang. Sang d'ouvriers versés généreusement pour qu'enfin quelque chose change. Si le drapeau est rouge, ce n'est pas par hasard. Il l'est du sang versé par les ouvriers et souvent jusqu'au sacrifice suprême. Pierre Bello est un de ceux qui s'inscrivent dans cette longue, très longue liste des victimes de ce combat. Moi, c'est Quartzcava Georges. J'étais jeune délégué du personnel en 68, CGT, et j'étais un des responsables de ce qu'on appelle le ferrage aujourd'hui, d'atelier, quoi. Pour commencer, en 68,
Hein, nous, on était en province, là, on avait les oreilles collées au reportage radio à ce moment-là, hein, les jeunes délégués, et on voulait en découdre. Alors, pour moi, hein, la société, il n'y a pas 36 façons de la voir. Hein. Il y a ceux qui vivent de leur salaire, et puis il y a les autres qui profitent du salaire des autres. Hein. Elle est divisée en classes, pour moi. Alors en 68, je savais que la classe ouvrière existait et tout ça, mais c'est la première fois qu'elle se mettait en branle d'une façon collective et de masse. Et c'est là que je me suis rendu compte de la force qu'on avait. Hein, il y avait plusieurs millions de travailleurs en grève. Alors, tout n'était peut-être pas possible, mais à mon avis, on aurait pu faire un bond en avant organisationnel, hein, et de développement de la conscience de classe. Ce qui n'a pas été fait, c'était mieux. Et nous, à Sochaux, il fallait reprendre le travail. Hein, ceux qui voulaient reprendre, et le travail était majoritaire de 49 voix. Hein, mais ceux qui n'étaient pas d'accord, en particulier nous, dans les piquets de grève, on n'était pas d'accord. Ça s'est passé samedi. Le patron, etc., remettait en ordre les ateliers pour la reprise du travail lundi. Manque de peau pour eux, lundi, c'est reparti. Hein? On a redécidé l'occupation de l'usine. Et c'est là que, bon, disons, appelons ça le patronat, a décidé que, étant donné que le mouvement était sur la pente descendante, il fallait frapper un grand coup, quoi. Il y a eu 2 morts, hein, c'est ça? Oui, 2 morts. Ils ont envahi l'usine, et de là, nous, les piquets de grève, quand on est venu nous déloger, par instinct de classe, on s'est défendus. Hein? C'était de bonne heure le matin, à 4 heures, mais après, à l'heure normale, il y a les autres cars qui arrivaient avec les autres effectifs, ils se sont rejoints à nous, et puis au cours de la matinée, c'est la population qui est venue à notre escousse aussi. Hein? Et bon, les transactions, etc., fait que le soir, ils sont partis, les CRS. Bon, ben, puis nous, on a compté nos blessés, il y a eu des morts, etc. 11 juin 68, une journée sanglante, avec la mort de Pierre Bello, tué par les CRS, voilà, et Blanchet. Mais le dommage en 68, c'est qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin, ne serait-ce que même dans l'organisation revendicative, tu vois. Il y a eu des choses en 68. Il y a eu beaucoup plus de travailleurs dans le coup, en nombre, qu'en 1936. Mais ce n'était pas de la même nature. Hein? Faut savoir que les dirigeants ouvriers officiels de cette époque-là, ils ne voulaient pas en découdre avec la bourgeoisie. Hein? C'était pas des révolutionnaires au sens des travailleurs. Alors pour moi, l'avenir, c'est d'abord plus de chômage. Parce que le chômage, ça sert à rien. Et un ouvrier sans travail, c'est rien. L'usine, elle sera claire, vitrée, et il n'y aura plus de fumée, elle passera sous la terre. Le directeur, lui, il sera nommé par les ouvriers. Ça sera une élection ouverte à tous, sans distinction. PA, ingénieur, n'importe qui pourra y assister. Le directeur administrera, mais ne sera pas payé. Il travaillera à la chaîne, à la fonderie, à l'embout. Il aura la paye d'un P2 si c'est un P2. Ensuite, les ouvriers, eux, auront une certaine production à fournir, mais ils la fourniront, ils seront plus contents parce qu'ils sauront qu'ils travaillent pour eux. Et ils auront moins d'heures, bien sûr. Pour la cité, il faut d'abord supprimer tout ce qui en est dit. Les fumées, les blocs, les cheminées, puis ça sera remplacé par des petites maisons, des immenses jardins, de l'herbe, des arbres, puis des fleurs. Et n'importe qui rentrera dans n'importe quelle maison, il se retrouvera en ami, on l'accueillera en frère, ils l'aimeront n'importe qui. Et les portes ne seront pas fermées, il n'y aura pas de clé. Il n'y aura plus de voleurs donc. Et il faut que les gens aient confiance et se fassent confiance.
Et cette confiance sera accentuée par la suppression des frontières qui ne servent qu'à séparer les hommes, encore plus à les traiter d'étrangers, et la suppression de l'argent qui les rend avares, envieux et soupçonneux. Alors, voilà, c'est ce que je vois. On ferme. Et voilà. Voilà, les 100 ans d'histoire ouvrière sont bien gardés. Ils sont bien gardés. Christian Corrouge, il y a un nouveau projet, c'est ça, c'est de créer une maison de l'histoire sociale ? En fait, le projet, c'est depuis des années, on voit des milliers de visiteurs venir regarder le musée Peugeot, avec toutes les carcasses de bagnoles, etc. Et nous, on pense, mon syndicat, moi-même, on pense que ce serait important quand même que ne pas regarder que les voitures, mais aussi qu'il y ait l'équivalent alors, musée, nous, ça nous ennuie beaucoup, c'est pas le terme approprié, ce serait plutôt une maison de l'histoire sociale, où on serait capable de raconter à ces visiteurs qui vont voir les carcasses de bagnoles, voir aussi qu'est-ce que c'est que la vie des gens qui ont fabriqué ces voitures, quels ont été leurs espoirs, quels ont été leurs échecs, leurs luttes, etc. Mais qu'est-ce que c'est que le travail, c'est pas simplement le produit fini, c'est aussi tout ce qu'on met dedans comme énergie, comme force, et souvent de souffrance pour arriver à un produit fini mal rémunéré. Et toutes ces histoires-là, je crois qu'il est temps de récupérer tout ce qui a pu être fait sur la région collectivement par des chercheurs, par des sociologues, par des historiens, etc. Tous ceux qui ont travaillé un peu sur ces sujets, ce serait important d'avoir un lieu où les mettre, nos mémoires aussi à nous, syndicalistes de l'usine, un siècle de mémoire, de trouver un lieu qui ne soit pas qu'un lieu mort où des gens viennent piocher simplement l'info pour en faire autre chose, mais qui soit un lieu vivant où on raconte la mémoire et qu'on s'en sert pour faire préparer l'avenir. Ça veut dire une grande maison de l'histoire sociale avec un amphi, avec quelque chose, genre université ouverte, ou université ouvrière, qui permettrait aussi aux jeunes travailleurs, aux jeunes d'origine émigrée, de connaître le parcours de leurs parents, de régions d'origine, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 40 années sur les chaînes de montage. Et pour nous aussi, pour nos enfants, nos petits-enfants, ça nous paraît important de laisser une mémoire importante, mais qu'on puisse puiser dedans, qu'il ne soit pas musée uniquement comme les musées des mines, avec un puits, et puis que les gens se précipitent dedans avec un casque de mineur, ils ont l'impression de leur ressembler pendant 5 minutes, pour pas que le travail ouvrier disparaisse comme ça s'est fait en plein d'endroits. On reste avec un musée ici, il existait une forge ici, non, montrer des choses concrètement, que les gens ont lutté pendant un siècle, et que tout ça peut être rassemblé dans un lieu pour en faire encore autre chose dans l'avenir. Merci à tous, merci à Christian Corrouge. Je rappelle le bouquin de Christian Corrouge avec le sociologue Michel Pialou, Résister à la chaîne. Merci à tous et à toutes. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, également sur le site là-bas.org où toutes les précisions vous sont données, et on peut se retrouver aussi sur la page Facebook de l'émission. C'est Patrick Henry et Sophie Moreno qui étaient à technique aujourd'hui. Lucia Kuhn et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée par Pierre-Yves Bulto. C'était un reportage d'Antoine Chao. Solène Cordier, quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de la base.